Bonjour à tous, on se retrouve pour une première vidéo de révision sur votre travail de CCF. Le premier thème que j'ai choisi, c'est fonction d'une variable réelle. Alors ce n'est pas à proprement dit un thème de révision pour vous, mais c'est ce qui peut apparaître dans une seconde partie sur les équations différentielles où on risque de vous demander d'étudier la fonction obtenue. Donc ici, je vous propose de lire tout d'abord avec vous l'énoncé, de commenter un petit peu le contexte, puis ensuite je vous inviterai à mettre la vidéo en pause pour que vous essayiez de le faire par vous-même. Et enfin, je vous montrerai une correction écrite que je vous commenterai pour que vous ayez tous les détails et un peu plus d'explications. Donc voici l'énoncé. Nous sommes donc dans une entreprise qui va étudier les propriétés d'un matériau. Et pour ça, donc, on voit le schéma. Nous avons une barre horizontale qui est donc fixée avec un support. Et on a ici un repère orthogonal avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, dont l'origine du repère est à l'extrémité de la barre. Le but donc, comme on vous le propose, c'est d'appliquer une force vers le bas pour donc faire baisser l'extrémité de notre barre, puis ensuite de lâcher et de regarder ce qu'il se passe au niveau du mouvement de votre barre. Vous avez pour ça la fonction qui va nous donner donc le mouvement de la barre, qui va être notée ici. G de t égale exponentielle moins t moins cosinus de 10t exponentielle moins 2t. Alors le problème, c'est que c'est une fonction qui est quand même assez complexe, avec un cosinus multiplié par une exponentielle. Et donc le but de l'exercice, c'est d'encadrer, on va dire, cette fonction-là par deux autres plus simples. Nous avons la fonction G1 ici et la fonction J2 qui vous sont données, basées toutes les deux sur simplement deux fonctions exponentielles. Donc ce sera plus facile qu'avec le cosinus. Vous avez ici, en première question, donc une explication qui nous dit que la fonction g est bien encadrée par les deux fonctions g1 et g2 qui sont données au-dessus. Et avec le graphique, nous allons retrouver quelle courbe correspond à quelle fonction. Voilà le but de la première question. Dans la deuxième question, on va donc étudier uniquement les limites des fonctions g1 et g2 et essayer d'en déduire quelque chose de graphique. Enfin, dans la troisième question, on va se servir des résultats précédents pour décrire le comportement de notre barre et notamment de l'extrémité de la barre en fonction du temps. Je vous invite donc maintenant à mettre la vidéo en pause pour garder l'énoncé sous les yeux, puis je vous propose donc la correction. Voilà, nous nous retrouvons donc pour la correction. J'ai coupé la partie contexte pour que vous ayez en parallèle le sujet et la correction. Donc tout d'abord, pour savoir quelle courbe correspond à quelle fonction, c'est l'inégalité qui va nous le donner. G1 est la courbe qui est la plus basse, donc ça doit être la courbe ici qui est rouge. Ensuite, G doit être la courbe intermédiaire et G2 la courbe la plus haute. Donc la plus haute, ça va être la courbe verte pour G2 et la courbe représentant la fonction G, c'est bien la courbe bleue. On voit, donc ça c'est l'explication supplémentaire, que la courbe qui correspond à la fonction G est donnée par une oscillation et cette oscillation est créée avec le cosinus. Donc on a une cohérence. De plus, qu'on pourrait avoir aussi toujours pour vérifier et être sûr de soi, c'est que entre les fonctions G1 et G2 qui nous encadrent, nous avons la fonction G1 qui est basée sur une soustraction. Et ce que l'on va soustraire, ce sont des exponentielles. Une exponentielle étant toujours positive, on a donc un nombre moins un autre, un positif moins un autre positif. Pour la courbe G2, par contre, c'est une addition. Et si on additionne un nombre positif, on va forcément avoir un résultat qui va être plus grand que si on soustrait un nombre positif. Donc c'est logique que G1 soit en dessous et G2 au-dessus. Voilà pour la première question. C'était pour comprendre bien le graphique. À la deuxième question, on vous demande de déterminer des limites au niveau de plus l'infini pour les fonctions G1 et G2. Alors,
puisque on ne précise pas, mais qu'après on vous parle d'une interprétation graphique, on peut se douter que le genre de réponse qui est attendu, c'est plutôt de faire une vraie explication, un calcul sur les limites au départ, puis d'expliquer comment ça se voit sur le graphique et non inversement. Si maintenant en CCF j'ai besoin de cette question-là, je vais vous le préciser. Déterminer par le calcul les limites, etc. Et si par contre vous êtes complètement coincé, faites-le au moins graphiquement. Par le calcul, donc, quand t va tendre vers plus l'infini, on va décortiquer un petit peu chacune de nos fonctions. Elles sont basées tout d'abord sur l'exponentielle de moins t. Alors moins t va tendre vers moins l'infini. Et l'exponentielle de moins t va donc tendre vers 0. Puisque si vous vous souvenez de la courbe de l'exponentielle, ça part de 0 pour aller vers plus l'infini. Vous voyez le mouvement de ma souris. Et donc en moins l'infini, puisque moins t est à moins l'infini, l'exponentielle va tendre vers 0. Et c'est la même chose pour la deuxième partie de nos fonctions. Si t tend vers plus l'infini, moins de t va tendre vers moins l'infini, et l'exponentielle au niveau de moins l'infini a une limite égale à 0. Une fois qu'on a nos deux morceaux, on est dans une forme tout à fait classique. On va avoir ici 0 moins 0 pour G1 de t au niveau de plus l'infini. Donc 0 moins 0, bah, ça va tendre vers 0. Et pour G2 de t, on sera à 0 plus 0. Donc on sera aussi à une limite égale à 0. Qu'est-ce qu'on va avoir donc au niveau de l'interprétation graphique? À chaque fois qu'on a une limite qui est fixe, qui est finie pour une fonction, on obtient une asymptote horizontale. Donc ici, G1 et G2 vont toutes les deux avoir une asymptote horizontale. Et puisque c'est 0, ce serait la droite d'équation y égale 0. Donc, au final, l'axe des abscisses. C'est ce que j'ai écrit ici. On mettra un petit S à abscisse. Une asymptote horizontale donc pour notre axe des abscisses. Et on va utiliser ça pour décrire le comportement de notre barre. Donc on va d'abord revenir sur la première question. On a d'abord cette histoire d'oscillation. Notre barre va osciller, c'est-à-dire qu'elle va aller de haut en bas. Et ensuite, on voit que l'amplitude de l'oscillation va diminuer. On est sur une fonction qui est quand même globalement, on peut dire décroissante. Ce n'est pas le cas puisqu'elle est croissante, décroissante, croissante, décroissante, etc. Mais l'amplitude, elle, est décroissante. On monte de moins en moins haut et on descend de moins en moins bas. On a de moins en moins d'écart. Ça, c'est notre première question. Deuxième question, cette histoire de limite, puisque notre fonction G1 et notre fonction G2 ont tous les deux la même limite qui est égale à 0, bah notre courbe G qui est coincée entre les deux va aussi avoir une limite égale à 0. Alors pour ceux qui connaissent, notamment ceux qui ont fait un bac général, c'est ce qu'on appelle communément le théorème des gendarmes. Alors, il y en a un dans une autre section qui m'a parlé du théorème du sandwich. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Bon, c'est quand on est encadré entre deux choses, bah, on va suivre le mouvement et on va tendre vers la même limite. C'est ça qu'on appelle le théorème des gendarmes en mathématiques. Donc voilà ce que je vous ai écrit. L'ampleur de l'oscillation est décroissante pour finir par être nulle. Ça veut dire donc que notre barre va se stabiliser, va s'arrêter. Et elle va s'arrêter à quelle position? Bah, à la position 0. Donc ça veut dire qu'elle va revenir à sa position d'origine, sa position horizontale, bien alignée sur justement l'axe des abscisses. Voilà le genre de questions qu'on peut vous poser. Elles sont moins techniques normalement que ce que vous avez eu en première année puisque c'est plus notre but, mais on est plus dans l'interprétation, dans la lecture graphique, dans dans le fait de donner un sens à ce que l'on a vu et trouver un comportement pour un objet, pour une fonction qu'on a étudiée lors de nos équations différentielles. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Vous pourrez me poser des questions quand on se reverra en direct et vous pouvez aussi retrouver les corrections. Je vais tout mettre dans Pronote. Bon courage pour vos révisions. Au revoir.